Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief du 53e jour de course de ce Vendée Globe. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur les 24 dernières heures. On va revenir notamment sur le Jules Verne, sur le classement du côté du général, et vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de changements sur les problèmes sur les dernières 24 ans. Enfin voilà, on va parler un petit peu de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Présentation du Dakar qui est sortie hier 21h. Ce soir, je voudrais faire deux présentations d'équipes cyclistes sûres. Il y en aura une à 21h, mais j'aimerais bien en faire une aussi à 18h, parce qu'après, avec le Dakar, avec le Vendée, ça va être très tendu pour pouvoir avoir toutes les présentations d'équipe World Tour avant le départ du Down Under, ce qui est toujours mon objectif. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il va y avoir beaucoup de contenu encore une fois sur ce mois de janvier. Rajoutez la petite cloche, voilà, un petit peu comme d'habitude. Plus vous cliquez rapidement sur les notifications sur les miniatures, plus vous soutenez la chaîne. Deuxième moyen de soutenir la chaîne, c'est de faire un super thanks, mais ça c'est seulement si vous avez les moyens et que vous en avez l'envie. On commence tout de suite avec la cartographie du côté de Sodebo. Vous voyez donc l'avance a un petit peu diminué par rapport à Francis Joyon. Hier, on avait à peu près 1000 km. Désormais, on est plutôt aux alentours de 925, en sachant que sur les deux dernières heures, entre 9h et 11h, on a reperdu un petit peu d'écart avec Francis Joyon. Pourquoi? Parce que la situation météo, elle n'est pas évidente. Avec un front qui leur est passé dessus et l'attaque d'un deuxième front qui est assez costaud quand même. Donc ce début d'océan Indien qui ne les laisse pas tranquilles, pour tout vous dire. Si vous avez regardé un petit peu les vidéos de Sodebo, vous aviez vu que sur les dernières journées, ils n'en avaient pas fait beaucoup des vidéos de Sodebo. Et bien tout simplement parce que les conditions étaient extrêmement toniques, ça secouait énormément sur le bateau. Donc là, voilà, on est vraiment rentré, j'irais d'un coup dans les mers du Sud, juste avant le Cap de Bonne-Espérance. Et là maintenant, on est vraiment dans des situations de mer du Sud. Mais toujours, voilà, avec une avance d'un jour, un peu plus d'un jour, sur le temps du record du monde de Francis Joyon et de son équipage sur Idexport. Donc pour le moment, ça va vite du côté de Sodebo quand même. Ils arrivent à continuer à avancer quand même sur un rythme. 757 000 voilà, de parcouru contre 875 pour Idexport, en sachant que 875, c'était quasiment l'une des meilleures journées d'Idexport dans ce Jules Verne, et en sachant qu'à partir de maintenant, ça va être compliqué de prendre de l'avance sur Idexport, parce que Idexport avait fait un très bon Indien et avait fait un très bon Pacifique, parce qu'ils avaient réussi quasiment à tenir à chaque fois les dépressions extrêmement longtemps. Donc c'est là où vous pouvez perdre du temps sur Idexport, c'est là où il ne faut pas réduire le rythme par rapport au temps de Francis Joyon. Donc il va falloir accélérer le rythme, et malgré les conditions difficiles, les conditions casse-bateau dans cet Indien, donc pour aller du Cap de Bonne-Espérance au Cap Lewin, prochain objectif de ses concurrents sur Sodebo. La météo dans les prochains jours, enfin les prochaines heures, donc vous allez voir encore un front qui va leur passer dessus, je pense ici, et ensuite du vent qui va être fort, mais je dirais avec des conditions de mer à 4 mètres, donc c'est pas non plus impraticable pour ces bateaux-là, et surtout avec du vent qui va rester assez constant, donc qui va pousser le bateau, donc continuer à le faire avancer au fur et à mesure. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème jusqu'au Kerguelen. Après, c'est un peu compliqué de vous dire tout ça, parce que les prévisions météo déjà sont pas très fiables, encore une fois, dans les mers du Sud, et ensuite de la météo à 4-5 jours, c'est pas non plus le truc le plus fiable au monde. Et pour le moment, au niveau de la température, ça reste, je dirais, 12 degrés, ça reste pas trop mauvais pour le moment. 10 degrés, 12 degrés, ça pourrait être un petit peu plus compliqué après. Toujours pas d'annonce de tentative pour SVR
Lazartigue. Donc pour l'instant, ça ne bouge pas voilà, du côté d'SVR Lazartigue pour une nouvelle tentative de Jules Verne. Il va quand même pas falloir trop tarder du côté de l'équipe de François Gabard. On poursuit avec désormais le Vendée Globe. On va revenir sur la carte des leaders. Voilà, ça m'a un petit peu mal mis. Pour le moment, la météo. Alors, vous voyez que devant, toujours pas de vent. Une remontée d'Atlantique Sud qui est gérée dans la pure tradition des remontées de l'Atlantique Sud. C'est dur, c'est lent. Il faut être solide mentalement avec cette remontée de l'Atlantique Sud. Pas mal d'orages aussi. Alors, plus beaucoup, on va dire, pour Johan Richaud, et Charlie Dalin, mais beaucoup sur Thomas Ruyant et sur le groupe derrière, donc qui ont du mal à avancer aussi parce qu'il y a beaucoup de nuages et donc beaucoup d'orages, ce qui peut parfois être un peu dangereux avec des gros changements de vent, et encore une fois, comme on a tendance à naviguer au près, ça peut être un petit peu difficile. Je m'excuse, je suis un petit peu malade. C'est pour ça que la diction est un petit peu compliquée aujourd'hui. Déjà que d'habitude c'est pas top, mais alors là aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Du côté donc des bateaux de tête, eh bien vous voyez que pour le moment on est dans une situation difficile. Je viens de tousser, j'avais un petit chat dans la gorge, voilà. Donc du côté de la tête de course, vous voyez donc toujours peu de vent, avec des situations météo qui sont loin d'être évidentes. Et surtout, cette remontée de l'Atlantique Sud, toujours aussi difficile, et il faut garder les nerfs. On le sait, c'était déjà le cas en 2004-2005, le fameux Vincent le Terrible, ce surnom donné à Vincent Rioux par Jean-Luc Ham, c'était déjà dans cette remontée de l'Atlantique Sud qui avait été compliquée. On peut noter également la bagarre Armel Lecléache, François Gabard, qui s'était bien durci à ce moment-là de la course. Pareil, Armel Lecléache, Alex Thompson, ça avait été compliqué en 2016. 2017, on n'en reparle même pas de ce qui s'était passé en 2020, où là, ça avait été l'enfer. C'est un petit peu plus facile qu'en 2020, ça reste quand même l'Atlantique Sud. C'est pour ça que je vous en avais parlé lors de la présentation de la course, où je vous avais dit, c'est un endroit qui n'est pas trop mis en avant en termes de difficulté de la course, et je dis toujours l'Atlantique Sud, c'est très compliqué parce qu'on n'avance pas. On n'avance pas dans cet Atlantique Sud, il faut garder les nerfs et pas faire d'erreur en voulant s'énerver, en voulant aller un petit peu trop vite. Vous voyez que dans les heures à venir, ça va pas être très folichon encore. Les prochaines 24 heures vont encore pas être hyper rapides du côté des différents bateaux, et il va falloir attendre, je pense, une trentaine d'heures encore. 30-35 heures pour avoir des conditions un petit peu plus intéressantes. Ce qui pourrait être intéressant pour le groupe de derrière, pour le groupe Thomas Ruyant, qui pourra avoir pas mal de vent et avoir des bonnes vitesses dès demain. Donc ça pourrait être pas mal pour ce groupe-là. Donc voilà, donc le groupe Thomas Ruyant, vous voyez qu'en ce moment, ça ne va pas beaucoup plus vite, malgré du vent qui a l'air un petit peu plus fort, mais vous voyez, miné un petit peu par les nuages. Donc c'est compliqué d'avancer en ce moment à cause de ces nuages, alors que devant, la situation est un petit peu plus claire pour les concurrents de tête. Donc là aussi, il faut réussir à trouver un petit point de passage, ce qui n'est pas forcément évident, surtout que la situation ne va pas beaucoup s'améliorer dans les prochaines heures au niveau des nuages, comme on peut le voir. Mais le vent reste instable, mais assez fort quand même dans les prochaines heures. Donc là, il va falloir faire attention également, notamment pour Thomas Ruyant qui devrait être par ici. Il y aura du vent à 29 nœuds. Donc il va falloir naviguer intelligemment, parce que de manière intelligible, parce que sinon ça va être difficile. Et pareil pour les concurrents de derrière, donc les prochaines heures vont pas être évidentes pour eux. Derrière, on a le groupe Samantha Davis, Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer, qui lui vient de passer enfin le Cap Horn, puisque ça a été compliqué pour Dutreux et Kremer. Et là, le vent va se renforcer gentiment, je dirais, pour remonter un petit peu du côté des îles Falkland. La situation devrait être peut-être un petit peu meilleure par rapport au groupe de devant, mais il faudra quand même voir à l'avenir. Et puis pour le groupe Romain Athanasio, eh bien, des conditions assez toniques pour passer le Cap Horn dans la nuit normalement.
pour Athanasio et Damien Seguin, ça devrait être cette nuit, heure française, hein, donc dans la nuit de de jeudi à vendredi. Je vais y arriver au niveau des dates, c'est compliqué 2025. Et derrière, Jean Le Cam aussi, peut-être un petit peu plus de nuit pour Jean Le Cam avec des conditions assez toniques pour ces prochaines heures de navigation pour eux et pas mal de vent pour sortir de cette zone du Cap Horn. Donc il faudra faire attention pour eux. Pour le groupe, pour le groupe Alan Roura, là aussi pas mal de vent pour eux, je pense, pour passer le Cap Horn. Avec encore un passage de front, je pense à gérer ce front-là, ils vont l'avoir sur eux. Et un Cap Horn qui va être assez tonique pour eux aussi, donc il y aura pas mal de vent, ça va être assez musclé pour ces concurrents-là. Et puis derrière, on a Benjamin Ferré, le petit groupe qui vient de passer le point Nemo. Il faut savoir que ce petit groupe est toujours embêté par des icebergs. On y reviendra, mais il y a eu des détections d'iceberg dans ce groupe-là. Et ouais, pas mal, des conditions qui sont en termes de vent plutôt tranquilles. Alors il y a quand même 20-25 nœuds, hein, mais c'est pas des situations véritablement de tempête. Et les rafales sont assez stables aussi. C'est un petit peu plus fort en rafale, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc par rapport au front que va prendre le groupe Alan Roura, Joschke et Pédoté, c'est plutôt pas trop mal pour le moment leurs conditions. Derrière, Oliver Air, qui commence enfin à récupérer, qui va commencer à récupérer, je pense, dans 24 heures, enfin un petit peu de vent. Mais lui, il aura vécu un début de Pacifique extrêmement lent, avec cette zone anticyclonique qui est un peu restée sur lui. Il pensait qu'elle allait partir un petit peu plus au nord, je pense, et elle est restée vraiment sur lui pendant très longtemps, donc il n'a pas vraiment pu avancer. Antoine Cornic, lui, va avoir un petit peu de vent là depuis 24 heures. Ça va être encore le cas, je pense, jusqu'à demain. Et puis ensuite, ça va un peu se calmer. De nouveau, pareil pour Jin Kunshu, hein, qui se rapproche énormément d'Antoine Cornic et qui remonte un petit peu dans le classement. Peut-être objectif top 30 hein, pour Jin Kunshu. Et puis derrière, eh bien, encore une fois, des conditions plutôt agréables. Alors, il y a un peu de vent mou là en ce moment pour Manuel Cousin à Medeiros, mais ça devrait revenir de l'arrière pour eux. Et puis avec un Denis Van Wenberg qui, lui, a pas mal de vent. Même si ça va se calmer, voilà, dans 24 heures, un peu plus, dans 30 heures, je pense que ça va se calmer pour Denis Van Winberg. Mais vous voyez, le groupe Amedeo, Manuel Cousin, qui va avoir un petit peu de vent là pour tenter de sortir de cette zone-là au niveau de la Tasmanie, qui est toujours un petit peu compliquée. On regarde tout de suite les différents problèmes techniques des concurrents. On commence avec Sébastien Simon qui a dû monter au mât. Sébastien Simon, et je compatis avec lui parce que moi aussi j'ai le vertige. J'ai beaucoup de vertige et il est monté au mât tout en haut. Et quand vous avez le vertige, bah, c'est pas simple, hein. Je rappelle, le mât c'est 30 mètres à peu près de hauteur quand on est au sommet. Et il fallait aller au sommet parce qu'il fallait réparer un aérien, donc encore une fois, ce qui vous permet d'avoir les informations de vent, le sens du vent, ce qui redonne également ces informations-là au pilote automatique. Donc c'est pour ça que c'est très important, parce que c'est très important pour le navigateur quand il doit gérer sa stratégie, mais c'est aussi, et gérer ses voiles, mais c'est aussi important pour le pilote automatique, car il a une fonction où il navigue avec le vent, où il s'adapte au vent, le pilote automatique, et c'est vrai que c'est pas évident. Ça devient très compliqué quand vous n'avez plus des informations de vent, et surtout récupérer l'AIS, donc remettre des antennes pour l'AIS, parce qu'on sait qu'on arrive le long du Brésil, pas mal de pêcheurs, tous n'ont pas l'AIS, mais certains ont l'AIS, et aussi pas mal de cargos aussi qui sont dans cette zone-là. Donc il faut toujours faire attention parce qu'on a pas mal de circulation maritime au large du Brésil et parfois on peut vraiment se faire des grosses frayeurs dans cette zone-là, et notamment parfois avec des objets flottants non identifiés également. Jérémy Bayou, lui, il le disait, hein, le concurrent de Charal, pas mal de petits soucis techniques, donc il disait que la régate est loin d'être agréable pour Jérémy Bayou, notamment toujours son problème électrique, voilà, avec son câble électrique qui s'était enflammé, qui était devenu incandescent et qui avait mis beaucoup de fumée dans le cockpit, donc il a un problème électrique sur son bateau. Le radar est tombé.
Il est tombé sur le pont, voilà, donc là aussi problème avec un radar qui n'est plus forcément hyper efficace. Et ça c'est aussi un souci parce qu'encore une fois, le long du Brésil, je vais me répéter, mais certains bateaux n'ont pas l'AIS, donc on ne peut les voir qu'au radar. Les objets flottants, c'est aussi au radar, les filets de pêche, ce genre de choses. Alors lui, c'est plus trop les icebergs du côté de Jeremy Bayou, mais encore une fois, il peut y avoir des petits soucis de ce côté-là. Donc ça serait bien de pouvoir récupérer un radar, mais c'est dur de réparer parce que comme il n'y a pas beaucoup de vent, eh bien, on essaye d'être tout le temps un petit peu sur le pont, de changer les voiles, voilà, de pas mal modifier la trajectoire du bateau pour tenter de récupérer le moindre petit vent, le moindre petit kilomètre-heure de vent, la moindre petite rafale pour pouvoir réussir à avancer et à faire fonctionner le bateau correctement. On poursuit avec Clarisse Kremer et Benjamin Dutreux. Là aussi, problème d'AIS pour les deux. Donc des soucis pour les deux bateaux, hein, c'est ce que disait Clarisse Kremer. C'est assez dur pour eux-mêmes, alors qu'ils sont côte à côte, de se voir sur l'AIS. Et pour vous dire que vraiment, il va falloir réparer tout ça, que les mers du Sud n'ont pas été gentilles, sympathiques avec les bateaux de la flotte de ce Vendée Globe, et notamment pour ce groupe-là avec Clarisse Kremer et Samantha Davis, qui ont eu un océan Pacifique qui n'a pas été simple et notamment assez lent. Mais voilà, donc problème d'AIS pour les deux, donc il va falloir réparer ça parce que ils ont du mal à se voir alors qu'ils sont pas très loin comme vous pouvez le voir et qu'ils se voyaient, ils étaient visibles à l'œil nu l'un et l'autre. Donc ils ont même fait des petites vidéos comme ça pour se montrer. C'est marrant quand même ce Vendée Globe cette année. C'est qu'on voit quand même beaucoup de concurrents qui filment le bateau d'à côté, qui peuvent se voir. Il y a assez peu de solitude en fait, très clairement, parce qu'il y a à chaque fois des petits pelotons avec des concurrents à côté. Il y a Damien Seguin qui a eu pas mal de solitude, Jean Le Cam en ce moment, qui est de nouveau un petit peu seul, Oliver Air, Antoine Cornic aussi, mais il y a pas mal de concurrents qui naviguent en fait ensemble, et ça c'est assez marrant. Mais c'est aussi le fait qu'on ait 40 bateaux. Au départ, on poursuit avec Sébastien Marseille. Sébastien Marseille, il fait partie des concurrents qui sont gênés par les icebergs. Il y a également Eric Bellion, hein. Tout ce petit groupe-là, en fait, est gêné par les icebergs. Il y a un gros iceberg, Conrad Coleman l'a bien montré en vidéo, grâce à son drone notamment, où vous voyez, il y a un énorme iceberg qui est hors de la zone d'exclusion. Sauf qu'on ne peut plus la remonter, cette zone d'exclusion, parce que sinon tous ces concurrents-là seraient en pénalité. Donc c'est trop tard, en fait, on ne peut plus modifier la zone. Et ce qui fait que c'est loin d'être évident. Zone qui avait déjà été remontée, parce qu'on est au niveau du point Nemo, elle avait déjà été remontée d'une soixantaine de milles. Il y a une semaine, il y a une dizaine de jours, quand les premiers concurrents étaient passés dans la zone. Mais là, on ne peut plus la remonter parce que c'est un peu tard. Donc l'organisateur donne des indications GPS et puis ensuite tous les concurrents, dès qu'ils voient l'iceberg, ils redonnent des informations aux autres concurrents par des groupes WhatsApp internes à la course, on va dire. Donc voilà, pour redonner des informations à tout le monde et pour qu'on ait le meilleur niveau de sécurité. Donc c'est un petit peu comme Waze, voilà, c'est du Waze collaboratif, mais au niveau du Pacifique, voilà pour le moment. Donc Sébastien Marseille, Eric Bellion, qui était loin d'être détendu, parce que le rappelait, hein, la coque d'un bateau de course, c'est vraiment pas épais. Donc c'est-à-dire qu'un iceberg, ça peut vraiment casser la coque, faire une voie d'eau, et à partir de ce moment-là, ça peut être vraiment le branle-bas de combat à l'intérieur de ces IMOCA. On poursuit avec Guirec Soudé, qui est dans ce groupe-là, hein, aussi, Guirec Soudé, qui a un petit problème. Alors malgré le fait qu'il avance quand même pas mal vite parce qu'il est passé devant Arnaud Boissière, Guirec Soudé quand même 385 000 parcourus sur les 24 dernières heures, ça fait l'un des bateaux à dérive droite les plus rapides en ce moment de la course. Mais Guirec Soudé qui ressent encore des douleurs de sa chute, qui s'est déroulé une dizaine de jours auparavant. Vous vous souvenez, il était tombé de sa banette en fait avec une vague, il avait été frappé. Enfin, le bateau avait été frappé par une vague un petit peu plus forte que les autres, ce qui l'avait fait sortir
de sa banette, éjecté de sa banette. Il a encore mal à l'épaule gauche. Vous vous souvenez, elle était très éraflée lors des différentes vidéos. Et puis il dort avec une minerve. Parce qu'il disait il a dû se faire une douleur, il a une douleur au dos, voilà, il a une douleur au niveau du dos. Donc il dort avec une minerve et il s'est peut-être déplacé un truc. Donc bon, pour l'instant, on ne peut pas vraiment gérer ça. De toute manière, jusqu'à l'arrivée, il va falloir gérer cette douleur-là. Après, il dit que ça allait quand même un peu mieux que lors des jours précédents, qu'il y a quand même du progrès. Mais voilà, il dort avec une minerve. Donc voilà, un petit souci physique du côté de Guirex Soudé. Il disait que pour manœuvrer les voiles, changer les voiles, il ressent quand même une douleur au niveau de son épaule gauche. C'est bien l'épaule gauche parce que je l'ai noté. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Voilà, bras gauche, c'est un petit peu compliqué du côté du bras gauche. Je l'avais bien noté sur ma petite feuille. Du côté de Fabrice Amédéo, on va regarder la fin de la course. Fabrice Amédéo, eh bien, il est en ce moment dans du vent extrêmement mou. Hein. Vous voyez que là, ça n'avance pas au sortir des îles Auckland. Au sortir de la Nouvelle-Zélande, hein, tout simplement. Mais du côté de Fabrice Amédéo, eh bien, il essaye de prendre ça à la légère. De toute manière, il disait que le classement, c'était plus forcément sa priorité. Il voyait bien qu'il n'arrivait pas à suivre le rythme depuis l'Atlantique Sud des bateaux de devant, du côté des bateaux à dérive droite. Mais heureusement, son équipe avait tout prévu, avec notamment des magnifiques perruques. Perruque très typée, vous vous souvenez Cadet Olivier un petit peu, quand il faisait la grosse émission, c'est un petit peu le même niveau de qualité de perruque. Donc voilà, ou les duos impossibles de Jérémy Ferrari. Donc voilà, du côté de Fabrice Amédéo, il a aussi l'album Les meilleurs hits des années 80 par Nostalgie. Hein, parce que j'ai bien reconnu Modern Talking, ce magnifique groupe allemand, c'est vraiment de la musique. Si vous ne connaissez pas Modern Talking, allez voir, les mecs sont des génies parce qu'ils ont fait un album dans les années 80 et 15 ans après, ils ont refait le même album quasiment, sauf qu'ils avaient fait des remixes techno, voilà, de leurs chansons. Et ça, je dis, c'est du talent en termes de marketing. Même Dadju ou même Maître Gims n'y avait pas pensé. Eh oui, c'est comme Cher avec l'autotune. Bon, on poursuit, parce qu'on va arrêter de parler un petit peu de musique. On va revenir un petit peu sur le classement de la course. Et pour le moment, eh bien, ça revient de nouveau de l'arrière. C'est-à-dire, Charlie Dalin, il y a quelques jours, avait réussi un petit peu à s'échapper devant. Eh bien, Johan Richomme est en train de revenir. Ah, ce Vendée Globe est fou, hein, du côté de la tête de course. Avec ce duel, Charlie Dalin versus Johan le Terrible, on pourra presque dire ça, le remake de 2004, avec une grosse bagarre entre les deux, hein, c'est vrai, avec un Charlie Dalin qui pensait peut-être avoir fait le plus dur, avoir réussi à s'échapper, avec un Johan Richomme qui, je dirais pas, avait montré des signes d'agacement, mais quand même, tu sentais que voilà, les conditions climatiques n'avaient pas été faciles à gérer pour lui, notamment du côté du jour de l'an, du côté du 31 décembre. Mais la situation s'est de nouveau inversée avec une mer toujours très compliquée. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de vent pour les deux concurrents de tête. Donc c'est loin d'être évident pour Charlie Dalin et Johan Richomme en ce moment. Vous voyez Charlie Dalin qui est à 156 000 de parcouru en 24 heures contre 227,5 pour Johan Richomme, donc encore une fois des vitesses loin d'être exceptionnelles sur cet Atlantique Sud. C'est presque les journées les plus lentes qui sont en train de vivre, hein, les deux concurrents de tête. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même pas mal compliqué en ce moment. Derrière, nous avons Sébastien Simon, toujours troisième, toujours plus décalé dans l'ouest, du côté de Sébastien Simon, qui va devoir faire attention parce qu'il se rapproche de la zone interdite du Cabo Frio. La zone du Cabo Frio qui est toujours une zone assez compliquée en termes de nuages, comme vous pouvez le voir, parce qu'il y a un gros front devant lui et il va falloir réussir à rentrer dedans. C'est ce qu'expliquait très bien Charlie Dalin en vidéo. Ce Cabo Frio, c'était pas forcément évident. Et donc du côté de Sébastien Simon avec groupe Dubreuil, eh bien pour l'instant ça avance. Et ça avance un petit peu plus vite qu'hier, parce qu'hier il était à 11 nœuds
Enfin, il était, pardon, pas à 11,2, à 11 000 pardon, de parcourus sur les 4 dernières heures quand on avait fait le point sur la course hier 1er janvier. Mais on comprend mieux maintenant pourquoi. Il montait en haut du mât, donc forcément pour monter en haut du mât, il faut ralentir le bateau pour pouvoir faire ces petites réparations. Donc là, ça va aller un petit peu plus vite pour Sébastien Simon. 185 000 quasiment de parcourus sur les 4 dernières heures. Derrière Thomas Ruyant, qui est toujours à 1000 milles de Sébastien Simon, donc n'arrive pas à remonter sur lui. Vous voyez, pas mal de manœuvres effectuées sur les 24 dernières heures. Voilà, ça fait depuis 2 jours qu'il manœuvre, grosso modo. Thomas Ruyant. Et donc du côté de Thomas Ruyant, on essaie d'avancer comme on peut. 269 000, ça va quand même un petit peu plus vite que Sébastien Simon, mais il y a pas mal de manœuvres quand même. 40 000 voilà, de parcours sur les 4 dernières heures, donc on essaye d'aller un petit peu plus vite. Paul Meillat, lui, il a pris une option plus risquée, mais qui a fonctionné, c'est ce que disait Jérémy Bayou, c'est-à-dire qu'il est monté dans les orages, mais ça a été efficace pour Paul Meillat, car il a pris la 5e place à ses petits camarades, avec une petite avance de 100 000 sur Nicolas Lundven, donc belle opération pour lui. En ce moment, 46 000 de parcours sur les 4 dernières heures, 262 sur les 24, c'est-à-dire plus que Nicolas Lundven et que Jérémy Bayou, même si Nicolas Lundven en ce moment va aussi vite que lui sur les 4 dernières heures, alors que Jérémy Bayou est un petit peu moins rapide. Derrière, on retrouve Boris Herrmann avec Sam Goodchild, ensemble du côté des 2 concurrents. C'est compliqué pour Boris Herrmann, on le savait, cet Atlantique Sud allait être difficile, avec ses zones de transition, on en avait parlé lors de la présentation de la course, il a un bateau qui est plus lourd, qui est moins bon dans ces zones de transition, on l'avait vu en début de course, notamment au niveau du poteau noir, et toute cette zone avant le poteau noir qui avait été assez compliqué sans les alizés, eh bien c'est un petit peu pareil en ce moment, donc il risque de perdre du temps, ce qui pourrait peut-être permettre à Justine Métraux de gagner des positions, même si pour le moment elle a du mal à aller beaucoup plus vite que les 2 concurrentes devant. Elle est à peu près sur les mêmes vitesses, à 1800 000, c'est-à-dire à moins de 100 000 quand même de Boris Herrmann, et à 250 000 à peine. Oui, même pas 250 000, 150 000 de Nicolas Lundven, donc autant vous dire qu'entre la 6e et la 10e place c'est très serré, et puis même Paul Meillat est 250 000 devant, donc c'est encore récupérable du côté de Justine Métraux. Derrière, donc toujours le groupe des 2 furieux avec Clarisse Kramer, Benjamin Dutreux qui se battent en ce moment, avec un Benjamin Dutreux qui a repris un petit peu de marge par rapport à Clarisse Kramer, et qui va vite sur les 4 dernières heures, vous voyez, quasiment 80 000 de parcourus du côté de Benjamin Dutreux, donc c'est l'un des bateaux les plus rapides en ce moment, avec juste derrière lui donc Clarisse Kramer qui va un petit peu moins vite, ça va quand même à 70 000 sur les 4 dernières heures. Et ça va donc plus vite que du côté de Samantha Davis, 13e pour le moment, qui a une 50aine de milles de retard sur ses 2 petits compagnons. Et puis derrière, donc Romain Attanasio et Damien Seguin, qui ont eu un passage très compliqué voilà, dans le Pacifique. Il disait que ça fait plus de 15 jours qu'il est dans le Pacifique, Romain Attanasio. Ça fait, il est arrivé dans le Pacifique, je crois, le 14 décembre. Non, c'est le Cap Lewin, je ne sais plus qui l'a franchi le 14 décembre. Et ouais, il a un Pacifique qui est extrêmement lent pour le moment. Attanasio est très difficile. Et Romain Attanasio, donc qui va vite, 391 000, mais c'est moins rapide que Damien Seguin. 2e jour pour Damien Seguin, où il est le plus rapide de la flotte pour le moment, avec 422 000 de parcourus sur les 24 dernières heures, c'est-à-dire quasiment 81 000 de parcourus sur les 4 dernières heures. C'est similaire à Romain Attanasio, même s'il revient un petit peu sur lui. Vous voyez, il y a 70 000 à peu près d'écart. Et puis, Jeannot le Terrible, Jean Le Cam, qui est derrière, avec 413 000 de parcourus. C'est le 2e bateau le plus rapide, avec Tout commence en Finistère, à Mort Luxe, et 66 000 de parcours sur les 4 dernières heures. On voit quand même que c'est un bateau qui est bien né. Le problème, c'est que c'est un bateau qui a du mal à être plus performant au final que les bateaux à dérive droite dans cette génération. Mais on voit que là, avec un petit peu de navigation, je pense que c'est vraiment des bateaux qui ont manqué de temps de navigation, parce qu'on voit que là les vitesses sont plutôt bonnes. Je pense que c'est les vitesses auxquelles il s'attendait à aller Jean Le Cam, sauf qu'en début de course il avait du mal, je pense, à avoir des bons réglages.
Je pense voilà, qu'il manquait du temps de navigation du côté de Jean Le Cam comme du côté d'Éric Bédion. Et puis ensuite, la bataille des fous furieux derrière. Il y a déjà le groupe Alan Roura, Joschke et Pédoté, le groupe un petit peu des éclopés qui est derrière, avec Alan Roura qui disait que bon, Jean Le Cam il fait sa petite vie maintenant devant. On peut plus vraiment le suivre. 322 000 de parcouru, 262 pour Isabelle Joschke parce que c'est un petit peu compliqué avec son feuille en moins pour trouver les bons réglages. Et puis Pédoté avec ses safrans. C'est également compliqué, donc c'est peut-être Alan Roura qui va réussir à passer par devant en passant un petit peu plus nord et réussir à aller un petit peu plus vite. Et puis derrière, on a le groupe Benjamin Ferré et derrière Tanguy Le Turquet et tout le petit groupe derrière. Alors certes, Benjamin Ferré a toujours un peu moins de 200 000 d'avance sur Tanguy Le Turquet, mais derrière, entre Tanguy Le Turquet, comme vous pouvez le voir, Sébastien Marseille, Éric Bédion, Louis Duc, Violette d'Orange, Kojiro Shiraishi, Guirec Soudé, Arnaud Boissière, Conrad Coleman. Dans ce groupe-là, on se tient en une centaine de mille, moins de 100 000 d'écart entre tous ces petits camarades. Allez, un peu plus parce que Tanguy Le Turquet est un petit peu devant. Il y a 150 000, quoi, grand maximum. Donc c'est vraiment extrêmement serré dans ce petit groupe-là, dans ce petit peloton, ça se tire la bourre. Et c'est même ce que regrettait un petit peu Tanguy Le Turquet, c'est qu'il disait il n'a jamais vraiment été en solitaire. Déjà parce qu'il a souvent eu des concurrents autour de lui en course, il s'est rarement retrouvé tout seul. Et il disait qu'en plus avec les moyens de télécommunication modernes, Internet, le téléphone, eh bien on a toujours la possibilité de joindre quelqu'un assez facilement. Donc il manquait un petit peu de solitude. Voilà, Tanguy Le Turquet, il regrettait presque un petit peu cette solitude. Et puis vous voyez qu'il y a toujours cette zone de molle au-dessus qui est au niveau du point Nemo, cette zone avec un peu moins de vent. Donc on est obligé de rester proche de la zone d'exclusion antarctique, donc de rester proche des icebergs. Donc forcément ce groupe-là est suivi attentivement par la direction de course. Derrière on a Oliver Air. Toujours Oliver Air, oui, lui son début de Pacifique est extrêmement compliqué parce qu'il voit tout le monde revenir derrière. Seulement 106 000 voilà, de parcouru. Encore une fois, comment voulez-vous aller plus vite quand il n'y a pas de vent? Quand même un petit peu compliqué. Et puis on retrouve Antoine Cornic, Jing Kunshu qui va une chouille plus vite que lui parce qu'il s'est un peu calmé en termes de rythme, Jing Kunshu. Mais voilà, les deux vont désormais se retrouver ensemble. Un petit duo comme Manuel Cousin et Fabrice Amédéo. Peut-être que même Manuel Cousin peut entendre les goûts musicaux des années très typées années 80 de Fabrice Amédéo, peut-être en tendant un petit peu l'oreille en étant dehors. Et puis Denise Van Winberg, toujours là notre ami belge, qui va vite quand même, il va un petit peu plus vite que même ses petits camarades de devant. 200, il va vite, il va plus vite que les camarades de devant avec un petit peu plus de vent. 287 000 de parcouru sur 10 terrains groupe pour le moment pour Denise Van Winberg. On regarde un petit peu les statistiques sur les 24 dernières heures. Alors avant de regarder les statistiques sur les 24 dernières heures, on va déjà vous donner une dernière information. Johan Richomme pense passer l'équateur le 6 janvier au matin. Ce qui voudrait dire donc qu'il serait toujours plus rapide que le record. Voilà, pour vous donner des informations. Et ensuite, ça devrait aller extrêmement vite dans l'Atlantique Nord parce qu'il prévoit d'être aux Canaries vers le 10. Donc ça devrait aller très vite dans cette première partie d'Atlantique Nord. Donc avec un poteau noir qui devrait être plutôt facile pour les deux concurrents de tête. Donc ça pourrait se finir vraiment au money time entre Charlie Dalin et Johan Richomme, parce que s'il n'y a pas vraiment de zone technique à passer, de zone où il y a vraiment beaucoup de choix de trajectoire possibles, plus il y a du vent en fait, plus les bateaux sont au maximum, donc plus c'est compliqué de faire des écarts. Donc ça risque d'être un beau combat entre Johan Richomme et Charlie Dalin jusqu'au bout de cette édition 2024-2025 de ce Vendée Globe. Autre information également que je ne vous ai pas donnée, c'est du côté de Ushuaia, du côté de notre ami Yannick Bestaven, donc, qui a abandonné. Yannick Bestaven veut toujours repartir. Par contre, ça dépendra des capacités de réparation de son équipe à terre, donc qui est arrivé du côté d'Ushuaia, et aussi ça dépendra de l'assureur. C'est vrai qu'on avait posé cette question dans les commentaires, j'avais dit, en fait, il y a des équipes qui ont des assurances, mais peu de concurrents au départ de ce Vendée Globe ont des assurances.
Yannick Bestaven est dans ce cas-là. Le problème, c'est que l'assurance, des fois, ne veut pas prendre le risque que vous repartiez. C'est le problème d'avoir une assurance. Alors, si elle considère qu'il y a trop de risques pour l'intégrité du bateau et qu'il peut s'échouer, eh bien, l'assurance dira niet au redémarrage. Donc, ça sera vraiment en attente de ce que dira l'assurance du côté de Yannick Bestaven. C'est pour ça qu'il y a assez peu de concurrents qui ont des assurances, parce que déjà, elles coûtent très cher. Parce qu'encore une fois, le risque que le bateau coule est très important vu que les épaisseurs de carbone au niveau de la coque sont extrêmement faibles et que ce sont des bateaux qui ont beaucoup de casse. Donc ce sont des assurances qui coûtent extrêmement cher. Et deuxièmement, parce que ce sont des assurances qui sont extrêmement contraignantes. Aussi, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de concurrents qui ne prennent pas d'assurance au risque de tout perdre si le bateau si le bateau coule, ce qui avait été le cas de Fabrice Amédéo, mais parfois en fait ça vaut tellement cher l'assurance qu'il n'y a pas d'intérêt. L'assurance est tellement chère qu'il y a plus d'intérêt à garder de l'argent un petit peu pour être en capacité de racheter un bateau ou de reconstruire un bateau plutôt que d'avoir une assurance. Donc c'est le choix que n'a pas fait Yannick Bestaven, mais ça sera en attente de l'assurance. Donc voilà, c'est l'assurance qui décidera s'il redémarrera ou s'il ne redémarrera pas. Donc du côté du classement et des statistiques sur les 24 dernières heures, donc comme je le disais, c'est Damien Seguin qui est encore le plus rapide avec 421, quasiment 422 000 de parcouru sur les 24 dernières heures. Devant Jean Le Cam, deuxième, Romain Attanasio est troisième. Donc les trois sont quasiment à l'entrée de la zone du Cap Horn. On retrouve ensuite Kojiro Shirashi, encore une belle journée avec 387 000 de parcouru. Juste devant Guirec Soudé, deuxième bateau à dérive droite dans ce classement. Violette d'Orange, troisième bateau à dérive droite de ce classement qui est juste derrière Guirec Soudé. Donc belle journée dans les mers du Sud et elle fait vraiment une belle course. Violette d'Orange, j'en ai pas parlé aujourd'hui. Mais on pourrait avoir peur qu'elle court un petit peu avec le frein à main dans le Pacifique, mais non, elle y va à l'attaque, donc très très belle course, devant Éric Bellion, et puis Benjamin Ferret, Louis Duc et Conrad Coleman, donc beaucoup de bateaux à dérive droite, mais encore une fois, les bateaux à foil sont à l'avant de la course et sont dans des conditions qui sont moins évidentes au niveau du vent. Pour le moment, Charlie Dalin a été leader 183 fois contre 76 fois pour Johan Richomme du côté de ce classement. Et Charlie Dalin a désormais 13 823 km d'avance sur Denis Van Wenberg. Donc Denise Van Wenberg a réussi à reprendre du temps sur Charlie Dalin. Il a réduit un petit peu l'écart et l'avance sur le record a encore diminué. On a perdu à peu près 250, un peu moins, 150 000 je dirais, par rapport à hier pour Charlie Dalin qui n'a plus que 1781 km, c'est-à-dire 962 000 d'avance sur le record. Mais encore une fois, selon Johan Richomme, les perspectives ensuite sont plutôt favorables au bateau, notamment après l'équateur. Donc ça devrait aller très très vite ensuite dans l'Atlantique Nord. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, on se retrouve, je pense, après 15h. J'attendrai le point de 15h parce qu'il y aura le Dakar, avec le prologue du Dakar. Donc, je pense que je regarderai demain matin le prologue du Dakar. Et puis, j'ai un petit peu de paperasse à faire. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis, bien, nous, on se retrouve demain vers 16h30, 17h peut-être. Allez, ciao, ciao sur les mecs production.